Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, le président de la République a reçu en audience le fondateur d'IC Bank et le vice-président de la société Cibitec. Au cœur des deux rencontres, la construction des logements sociaux en Guinée et les routes. Également dans ce journal, la cérémonie de récompense des agents communautaires de la commune de Matam. Plus de 100 jeunes sont primés pour leur implication auprès des communautés. Et puis en sport, la Guinée jouera un déplacement et match amical contre la Mauritanie. La liste des 23 joueurs vient d'être publiée par le sélectionneur du SLI national. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Direction le palais Sékou Touréa où le président de la République a reçu en audience ce matin le fondateur d'IC Bank et le vice-président de la société Cibitec. Les discussions entre professeur Alpha Condé et ses hommes d'affaires ont porté sur la construction des logements sociaux en Guinée et surtout les routes. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Tondem, fondateur d'ICB Bank, reçu en audience par le président de la République. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et cet ancien ministre malaisien des Finances portent sur la construction des habitats sociaux en Guinée. Tondem compte ainsi soutenir le plan de développement de la ville de Conakry qui souhaite mettre en exécution professeur Alpha Condé. Je voulais d'abord remercier son Excellence le Président de la République pour nous donner beaucoup de temps pour discuter avec lui. On a eu une discussion hier nuit et cette discussion a continué ce matin encore. J'ai rencontré les différents ministres, le ministre de l'urbanisme et de la ville, l'habitat, la ministre de l'économie et des finances et la ministre de la coopération et du plan. Nous m'ont fait le bilan de la situation économique de la Guinée et j'ai vu que c'est très impressionnant. Le temps, il y a 6 ans, j'ai quitté la Guinée, donc c'est vraiment impressionnant aujourd'hui. On va essayer d'encourager les Malaisiens, mais aussi les autres pays asiatiques pour venir investir en Guinée. Personnellement, je suis vraiment convaincu et vraiment satisfait du plan pour le futur de la Guinée. D'autres infrastructures, les logements sociaux et en même temps les constructions d'hôtels, d'appartements, que veut que son groupe s'intéresse à cela. Le planning, c'est très beau, c'est très bien, mais il a suggéré à Monsieur le Président de la République pour s'impliquer beaucoup dans l'implémentation de ces plannings. Juste après ces hommes d'affaires malaisiens, le président de la République reçoit également les responsables chinois de la société Cibitec, en compagnie de la ministre en charge des travaux publics. Au menu des discussions, la réalisation de plusieurs infrastructures routières en Guinée. Je commencerai par remercier non seulement le chef d'État pour avoir impulsé ce programme de mise en œuvre des travaux de la voirie de Conakry. Aussi, je remercie l'entreprise Cibitec qui est attributaire de ce marché, d'avoir pris l'initiative de démarrer immédiatement ces travaux-là, au plus tard le mois prochain, avant la saison des pluies, notamment le mois d'avril, de démarrer rapidement ces travaux. Avant même la signature de la convention, le contrat est déjà signé. Il ne reste plus que la signature de la convention de financement qui est très avancée aussi. Donc je remercie infiniment cette entreprise pour cet engagement. Au niveau du ministère des Travaux publics, nous sommes disponibles parce que le contrat qui a été signé, ça rentre dans le cadre de l'accessibilité à la population guinéenne en général et celle de Conakry en particulier pour avoir accès à des services sociaux de base, notamment améliorer la mobilité urbaine de Conakry. L'accent a été mis sur un certain nombre de voiries en priorité parce que l'accord de prêt qui a été signé, c'est une première phase qui a été débloquée d'un montant de 1 milliard de dollars, dont 600 millions sont consacrés à la remise en état de la voirie de Conakry, à moderniser la voirie de Conakry, et le reste du montant consacré à la route nationale numéro 1. Hier, j'étais avec cette entreprise ici qui s'est aussi engagée à démarrer immédiatement les travaux avant la saison des pluies. Donc ce montant concerne les 3 premières communes de Conakry. Le Kaloum, qui a de sérieux problèmes de voirie dus à la vétusté du système de drainage, le système de drainage de eaux pluviales. Donc le Kaloum a été mis dans cette priorité. Matam aussi a été mis dans cette priorité et aussi Dissine.
Après ces 3 communes, nous avons l'échangère de Matoto. Tout le monde sait que la commune de Matoto est la commune la plus dépourvue en matière de voirie. Donc nous, comme nous avons donné la priorité à la réalisation d'un échangère au carrefour de Matoto, et aussi réaliser des artères qui rentrent dans le cadre de l'amélioration du trafic dans cette commune. Donc les travaux vont commencer par non seulement cet échangère, mais aussi particulièrement les embranchements qui mènent vers l'échangère pour ne pas que le trafic soit complètement coupé à Matoto pendant les travaux. Et aussi, deuxième priorité a été donnée à l'échangère au niveau de Kabylie. Vous savez, Kabylie, c'est le point de rencontre de la RN3, la RN1 et la RN4. La RN3 qui va vers Dobreka, la RN1 qui va vers Kindia Mamou et la RN4 qui va vers Forekaria. Donc ce point crée énormément d'embouteillages. C'est pourquoi un échangeur a été prévu à ce niveau. Mais ce n'est pas tout. C'est les priorités au niveau de la phase 1 de cet accord global. D'autres sont en train d'être préparés pour la deuxième phase, toujours dans le cadre de l'amélioration du trafic à Conakry. Il y a des grands projets qui sont aussi dedans. Tout ça rentrera dans le cadre de l'amélioration du trafic à Conakry, mais aussi dans d'autres villes de l'intérieur. Parce que notre stratégie, c'est non seulement améliorer la mobilité à Conakry, mais aussi d'une vingtaine de villes de l'intérieur. Les villes les plus peuplées, nous allons les mettre, on est en train de les identifier. Donc c'est un grand soulagement aujourd'hui pour moi d'entendre de la négociation avec l'entreprise Civitec qui s'engage à démarrer immédiatement les travaux sur les voiries avant la saison des pluies. Ces responsables de la société Civitec promettent de se mettre rapidement à la tâche pour l'exécution de ces routes identifiées dans la ville de Conakry. Comme cela a été demandé par le gouvernement de la Guinée, on va commencer à travailler sur le terrain d'ici 2 semaines. Et surtout, on commencera avant que la saison des pluies qui arrive. Donc avant cette période-là, le travail de construction commencera. 35 mois pour réaliser toutes ces différentes routes de la capitale Conakry. Les responsables de la société chinoise Civitec promettent donc de respecter ce délai d'exécution des travaux pour assouvir les attentes de la population en matière de mobilité. 2 ans après le lancement, les travaux d'aménagement hydroélectrique de Souapiti avancent à grands pas. Actuellement, ouvriers et techniciens travaillent sans relâche pour être dans le délai contractuel. C'est du moins le constat relevé par les femmes du projet en visite sur le terrain. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Reportage signé Nabi Kamara. Attendons les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Souapiti se poursuivent. Ces jours-ci, les efforts sont concentrés sur la poursuite des excavations à la rive droite, le bétonnage de la partie centrale du barrage, le ferrage et le bétonnage de l'usine, la fabrication et la pose des conduites forcées, la pose des travées du pont définitif et le début des injections du voile d'étanchéité du barrage pour une profondeur de 100 mètres sur tout l'axe du barrage. À l'usine, actuellement, ils ont commencé à poser les conduites forcées et les coups d'aspirateur au niveau du G1. Et G2, ils ont commencé aussi la semaine dernière à poser les conduites forcées. Un véritable chantier. C'est pourquoi, à l'occasion du mois de la femme, célébré dans le monde entier, les femmes travailleuses du projet Souapiti sont venues sur le terrain pour apprécier le niveau des travaux qui ont débuté depuis décembre 2015. Vu la préoccupation du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui veut vraiment connaître de l'électricité en Guinée, on s'est dit d'aller voir la direction générale pour qu'on puisse se rendre à Souapiti et s'enquérir de ce qui se passe sur le site. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui sur le site, sur le projet Souapiti, c'est vraiment impressionnant. À ce jour, 7 270 000 mètres cubes de terre et de gravats ont été excavés à Souapiti, soit 5 fois celui de Kaleta, 1 054 000 mètres cubes de béton, soit 3 fois celui de Kaleta. À partir du 30 septembre 2019, soit 12 mois avant la mise en marche du premier groupe de Souapiti, la puissance garantie de Kaleta passera de 30 à 94 MW grâce à un stockage anticipé à Souapiti de près d'1 milliard de mètres cubes d'eau, ce qui permettra de tripler la disponibilité de Kaleta pendant l'étiage de 2019 à 2020. À la fin du projet, la capacité de la retenue Souapiti sera de 6 milliards 317 millions de mètres cubes, soit 275 fois celle de Kaleta.
La question d'industrialisation de la Guinée au cœur d'une rencontre organisée hier à Conakry, une concertation qui a permis d'échanger sur l'exploitation des opportunités existantes dans le pays et de proposer des pistes de solutions pour son émergence à travers un tissu industriel diversifié et fort. De nombreux spécialistes et acteurs de développement ont pris part à l'événement. Kerno Ousmane Diallo. Pour une croissance soutenue et un développement durable, l'essor du secteur industriel doit être le combat de tous. C'est l'une des principales conclusions de cette rencontre à laquelle prennent part de hauts cadres de l'État et des investisseurs nationaux et étrangers. La rencontre, initiée par le Guinean Young Professional Club ou le Club des jeunes professionnels guinéens, a permis de passer en revue le contexte historique et social du secteur industriel et définir les stratégies à mener pour faire de la Guinée un champion industriel. Comme l'avait annoncé le président de la BAD en début d'année, un pays ne peut pas se développer sans industrialisation. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place en République de Guinée afin de développer l'industrialisation. Quelles sont nos lacunes et qu'est-ce qu'on peut envisager? Mais au-delà de ça, cette conférence est aussi l'opportunité de se projeter vers l'avenir sur le long terme pour voir qu'est-ce qu'on peut envisager comme réforme, comme stratégie pour faire du pays un champion industriel. Une plateforme d'échange qui permet aux hommes et femmes évoluant dans l'industrialisation du pays d'exprimer leur point de vue et apprécier le climat des affaires en Guinée. On est une filiale d'un groupe Emirates Global Alumina qui est la 5e plus grande compagnie d'aluminium dans le monde. Donc, expérience dans les affaires, c'est la capacité de participer à un projet de près de 1,3 milliard de dollars qui va voir le jour, quand je dis le jour, qui va être opérationnel, c'est-à-dire pouvoir exporter la bauxite en juin 2019. Aux côtés des grands projets qui se mettent en œuvre dans le domaine minier notamment, les panélistes s'accordent sur la nécessité de porter une attention au développement des produits manufacturiers en lien avec le monde rural pour une industrialisation beaucoup plus profitable. Autre aspect pour réussir à faire de la Guinée un champion industriel, c'est le maintien d'un climat social apaisé, d'où l'appel du ministre d'État à la présidence en charge des investissements. Il faut faire en sorte que les Guinéens aient confiance en leur pays et les Guinéens aient la volonté, avec le gouvernement, de créer les meilleures conditions propices à l'investissement dans notre pays, donc à l'industrialisation. Sans ces conditions-là, on ne peut pas aller de l'avant. Le développement des industries en Guinée va permettre de lutter contre le chômage. Les facilités de création d'entreprises dans le pays ont été saluées. Cependant, adapter le système éducatif aux besoins des industriels est l'autre défi à relever, notent les participants à cet événement. Par ailleurs, finit la 10e conférence des présidents d'Assemblée de la francophonie à Lomé, au Togo. Cette rencontre de haut niveau a permis aux participants de proposer des pistes de solutions aux différentes crises sociopolitiques qui minent certains pays de la francophonie. La question sur l'immunité parlementaire a été également débattue. Envoyé spécial Abdoulaye Diallo. Outre la crise migratoire qui domine les débats en Afrique et ailleurs, la situation sociopolitique que traversent certains pays membres de la francophonie est également une des problématiques débattues au cours de cette 10e conférence des présidents d'Assemblée de l'APF. L'examen de ce point a permis aux participants de proposer des pistes de sortie de crise. Il s'agit par exemple de la situation sécuritaire du G5 Sahel et la crise qui secoue le Togo depuis août 2017. Le Togo traverse une crise sociopolitique qui impacte négativement l'économie de ce pays. La conférence salue l'initiative du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essomzimna Yassingbe, qui a permis un dialogue avec l'opposition sous la facilitation des présidents du Ghana et de la République de Guinée. S'agissant de la situation sécuritaire dans les pays du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, il ressort qu'en dépit des efforts déployés, l'Afrique francophone continue de subir des attaques meurtrières de groupes terroristes. À la lumière de ce constat, la conférence a convenu des propositions ci-dessous. De susciter
la solidarité des États africains, d'appuyer le financement de la lutte contre le terrorisme, d'appuyer le renforcement des capacités d'intervention des forces de défense et de sécurité des États africains, de susciter l'implication des parlements dans le suivi des actions de lutte contre le terrorisme. Au nom des différentes délégations parlementaires, l'honorable Claude Kori-Kondiano se réjouit de la qualité d'accueil réservée aux hôtes et félicite le président de l'Assemblée nationale du Togo et ses mandants pour cette marque de confraternité. Je voudrais adresser à notre cher frère et collègue Raman nos sincères remerciements. Vous savez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous revenons dans cette belle capitale de ce beau pays qui est appelé à devenir, je l'ai dit la dernière fois que j'ai séjourné ici à mon ami Raman, la Suisse de l'Afrique. Au titre des divers, la conférence recommande l'approfondissement de la réflexion sur le projet de création d'un observatoire des procédures de levée ou de maintien de l'immunité parlementaire. Cette réflexion sera examinée et proposée lors de la prochaine Assemblée régionale de l'APF qui se tiendra en mai 2018 au Cap-Vert. Hors du continent, au pays de l'oncle Sam, la session de l'ONU sur la condition de la femme continue de recevoir la déclaration des États membres. De son côté, la délégation guinéenne a marqué son passage à travers un discours axé essentiellement sur les acquis, les perspectives et les défis en matière d'autonomisation des femmes. Fatmata Samora, notre correspondante depuis New York. À la grande messe annuelle de l'ONU sur la condition de la femme, la directrice nationale de la promotion féminine présente les progrès accomplis par la Guinée dans le domaine de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes. Marie Touré salue l'engagement du chef de l'État à sortir les femmes de la pauvreté à travers des programmes de renforcement des capacités des femmes, leur accès à la microfinance et aux soins de santé. La formation de 530 femmes de groupement dans 14 localités rurales et la mise à disposition de 100 machines de traitement de riz d'huile de palme, en fait des produits locaux. Le renforcement des capacités de 382 femmes en technique de transformation des produits de l'élevage. La construction et l'équipement de 10 centres d'autonomisation des femmes dans les chefs-lieux des régions administratives, la mise en place de bourses d'excellence pour les filles rurales en particulier, l'implication de la première dame dans la promotion des cantines scolaires pour le maintien des jeunes filles à l'école, le programme de construction de plus de 4000 écoles rurales pour rapprocher les filles de leur lieu de scolarité. Représentant 52% de la population guinéenne, les femmes jouent un rôle important dans la vie socio-économique du pays. Cependant, elles sont les plus touchées par la précarité, la discrimination et les violences. Dans le but d'accroître et de diversifier les sources de revenus des femmes, le gouvernement développe plusieurs programmes. Les mutuelles financières des femmes africaines à hauteur de 65 milliards de francs guinéens profitant à plus de 60 000 femmes mutualistes en zone rurale. Le programme d'exposition-vente des produits de l'entrepreneuriat féminin dans les filières de la teinture, saponification, transformation agroalimentaire et du commerce ont permis aux femmes de tous les cieux en Guinée et aux États-Unis. Des projets d'appui à 14 000 femmes évoluant dans la pêche artisanale ont été mis en place. Des projets de foyers améliorés sont développés en faveur des femmes rurales. Les activités agroforesterie, de reboisement, les maraîchages créés dans les communes rurales intègrent la gestion, la gouvernance environnementale et les activités génératrices de revenus pour les femmes et les filles. En plus de ces efforts à l'échelle nationale, la Guinée œuvre au respect des engagements internationaux en faveur des femmes. Le pays souscrit pleinement à la déclaration du groupe africain et celle du groupe des 77 et la Chine.
À Conakry, fin des travaux de la première édition du Salon professionnel des médias et de la communication. Pendant 2 jours, journalistes et communicants ont bénéficié des formations allant surtout dans le sens de la responsabilité sociale du journaliste. La rencontre a regroupé des professionnels étrangers et nationaux du secteur des médias. C'est une initiative de notre collègue Adel Kamara. La cérémonie de clôture avec Mabint Laïsouma. Cette dernière journée du Crosscom est aussi riche en enseignements. Au centre des débats, des thèmes sur la communication, les formateurs venus de plusieurs pays ont partagé leur expertise avec les journalistes et communicants guinéens. J'ai présenté trois ateliers aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier. Hier, c'était le journalisme 2.0. J'ai montré comment le métier de journalisme devait évoluer et devait suivre les règles d'Internet. C'était très important. Puis après, on a parlé de personal branding. J'ai montré comment aujourd'hui l'individu devient sa propre marque et il est important de sortir du lot et de savoir communiquer. Puis aujourd'hui, on a parlé de la communication digitale, plus particulièrement des réseaux sociaux, et j'ai essayé de vous aider pour pouvoir intégrer de manière efficace les réseaux sociaux dans votre communication. J'ai parlé de la bonne stratégie de communication pour une entreprise ou pour une marque. Et pour faire une bonne stratégie de communication, il y a une méthodologie à suivre. Il y a aussi des objectifs et aussi, il y a aussi un planning derrière. Il y a aussi une partie aussi importante qui est la création publicitaire. Cette première édition du Salon professionnel des médias et de la communication est un tremplin d'échanges, de formation et de défis qui interpellent le métier de journalisme. En communication comme en journalisme, il ne faut jamais céder à l'autosatisfaction. C'est très dangereux. L'autosatisfaction, c'est penser qu'on connaît déjà tout, qu'on est arrivé à un niveau où on n'a plus besoin de savoir. C'est une erreur fondamentale. On apprend tous les jours. Et la science et l'éducation évoluent tous les jours. Les métiers sont dépassés par la circulation des connaissances. Je crois de ce point de vue, plus c'est difficile, plus il faut savoir que vous êtes sur le bon chemin. Ces 2 jours d'échange révèlent que les thèmes qui ont été choisis étaient opportuns et prenaient en compte tout ce que nous avons comme problème d'ordre juridique institutionnel qui entrave l'émergence des entreprises de presse libres, indépendantes et économiquement et financièrement indépendantes. À l'initiative de ce rendez-vous du donner et du recevoir, Adel Kamara, journaliste à la RTG Coloma, cette furie du micro veut contribuer au renforcement de capacités des journalistes et communicants. Je dirais que le Crosscom a répondu à mes attentes. Parce que l'idée, c'était de pouvoir réunir tous les hommes des médias, c'est-à-dire la presse, les communicants, dans un même endroit, qu'on échange, qu'on partage, qu'on se forme, qu'on discute de notre problématique et qu'on ressorte vraiment du Crosscom avec un background. Je pense que là, nous avons pu réussir ce challenge et, à mon avis, j'ai pu atteindre les objectifs. Le salon professionnel des médias et de la communication s'achève sur des notes positives. Premier du genre, les professionnels des médias et de la communication sont tous unanimes sur la qualité des formations reçues. Ils attendent la 2e édition avec engouement. Félicitations à Crosscom pour cette belle initiative. Et cette cérémonie de récompense des agents communautaires de la commune de Matam, l'opération est dirigée par RTI International à travers son projet EpiDetect. Plus de 100 jeunes ont bénéficié des satisfecit et autres cadeaux. C'est une manière d'encourager ces agents proches de la communauté. Hadiatou Bari. Dans la commune de Matam, 133 agents communautaires épaulent la direction de la santé communale dans la surveillance épidémiologique. Leur travail consiste à collecter et à remonter les données sanitaires de toutes les maladies fébriles ou événements majeurs enregistrés dans la communauté. Ceux d'entre eux qui s'illustrent dans leurs tâches reçoivent des satisfecit et autres récompenses comme des sacs de riz. Au nombre de 12, ils sont appelés désormais agents communautaires modèles. Parmi tant d'hommes, tant de femmes, j'ai été parmi la première. Vraiment, je remercie le bon Dieu, je remercie tous les partenaires. Vraiment, je suis très contente. La semaine passée, il y a une femme, la situation d'une femme qu'on nous a remontée à partir d'un quartier qui saignait de partout.
Donc immédiatement l'équipe s'est transportée là-bas grâce aux AC. Cet encouragement des agents communautaires modèles de la commune de Matam est une initiative de RTI International. Durant 3 mois, ils ont été évalués sur la base de nombreux critères, comme leur présence sur le terrain reconnue par les élus locaux et certifiée par les responsables des centres hospitaliers de la commune. Le plus important, c'était le choix. Est-ce que ces AC ont été choisis effectivement par leur communauté, par leur chef de secteur, leur chef de quartier? Est-ce que ces AC ont été réellement impliqués dans la notification des maladies durant la période? Est-ce qu'effectivement ces AC ont été régulièrement dans leurs activités selon les engagements qui ont été pris avec le ministère de la Santé et la commune? Donc effectivement, ce sont les éléments autant qui ont été pris en compte par les chefs secteurs, les chefs de centre de santé effectivement et les chefs de quartier, et eux-mêmes qui ont choisi leurs AC à leur niveau. Nous, on a fait que les accompagner sur le plan technique. L'implication des agents communautaires dans la surveillance épidémiologique est une stratégie privilégiée dans le plan de relance du système de santé post-Ebola. La Guinée et ses partenaires ne veulent plus être surpris par l'apparition d'une maladie quelconque. D'où l'appui de RTI International dans la qualification et l'équipement de ces agents communautaires dans leur travail de bénévolat. Insécurité, arrestation d'un jeune de 18 ans en détention d'une arme à feu. Le présumé Ibrahim Diakité est actuellement dans les locaux de la police judiciaire. C'est un coup de filet de la brigade anticriminalité numéro 4. Reportage Alphaïssi Agaba, Lancé Koulibaly. À peine âgé de 18 ans, ce jeune homme a été appréhendé par la brigade anticriminalité numéro 4 en détention d'une arme à feu. Élève en 10e année au collège de Ratoma, il dit avoir pris l'arme chez son père au quartier Dar es Salaam. C'est des armes qui sont mortelles des fois. À bout portant, quand on tire avec ça à quelqu'un, tu vas succomber à la suite de tes blessures. L'arme que nous avons comme ça c'est pas pour les militaires, ni pour les gendarmes. J'ai pris cette arme derrière mon papa. Je ne savais pas. Mais quand l'arme a disparu, il m'a appelé et m'a dit que ça fait 10 ans que cette arme était là-bas. Mais ma venue chez lui là-bas, l'arme a disparu. Je fais tout possible de ramener l'arme. Je ne l'ai jamais utilisé cette arme. J'ai pris cette arme déchargée. On m'a arrêté déchargé aussi. Cette nouvelle arrestation relance encore la problématique de la détention illégale des armes à feu, surtout pendant les différentes manifestations politiques. Pour l'heure, le présumé délinquant est en détention dans les locaux de la police judiciaire en attendant d'être déféré. Suite aux troubles sociopolitiques que traverse notre pays, le ministère de la Justice, à travers le parquet de Dixine, a fait hier le point de la situation. Sidi Souleymane Ndiaye, procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, est au micro de Kerno Yunsaba. C'est des remous sociopolitiques qui ont fortement ébranlé la nation tout entière. Ces agissements ont entraîné la commission de multiples infractions, notamment des vols, des violences et voies de fait, des destructions de biens publics et privés, des atteintes à l'intégrité physique, meurtres, assassinats, coups et blessures. Dans sa mission régalienne d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, l'État, à travers ces structures appropriées, police, gendarmerie, a engagé des enquêtes dans le but de rechercher et interpeller les suspects afin de les déférer devant la justice. C'est dans ce cadre que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a reçu plusieurs procès-verbaux dressés à la suite d'infractions commises lors des manifestations organisées dans son ressort, au nombre desquelles le RP numéro 046 du 16 février 2018, affaire contre X pour meurtre de Khalidou Bari, actuellement en cours d'instruction au cabinet du juge Morlaye Souma. Le RP numéro 060
du 27 février 2018, affaire contre X pour meurtre de Boubacar Sidi Diallo, en cours d'instruction préparatoire au cabinet de M. Sekouba Condé. L'affaire de meurtre de Boubacar Bari et de Mamadou Baylo Diallo, actuellement en cours d'enquête préliminaire à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Il est important de rappeler que suivant le procès verbal du 22 février 2018 de la brigade de recherche de Matam, Boubacar Diallo dit Grenade a été présenté au parquet de Dixine à la suite d'un mandat d'arrêt décerné contre lui le 20 mai 2016 par un juge d'instruction pour tentative de meurtre, détention illégale d'armes et port illégal d'uniforme militaire. L'intéressé était l'objet d'une information judiciaire depuis mai 2016. Les pièces à conviction versées à la procédure, notamment les photos, ressortent que Boubacar Diallo dit Grenade détenait un arsenal d'armes de tout calibre et des munitions diverses. Les images produites à la procédure montrent l'inculpé tantôt en train de manier les armes, tantôt en compagnie de personnalités appartenant à une formation politique de la place et à une institution constitutionnelle. Il faut par ailleurs noter que le 19 mai 2016, à la suite de la tentative de meurtre sur la personne d'un gendarme, Boubacar Diallo dit Grenade avait été grièvement blessé. Après avoir reçu les premiers soins dans une clinique en Guinée, il est parvenu à quitter le pays par l'aide et par l'assistance de certaines personnes appartenant à sa formation politique. Revenu en Guinée sous une nouvelle identité, Boubacar Diallo dit Grenade a été interpellé et déféré à notre parquet. Il a été présenté au juge d'instruction en charge de la procédure qu'il a régulièrement placé sous mandat de dépôt le 2 mars 2018. Il ressort des renseignements reçus que Boubacar Diallo dit Grenade a reconnu qu'au cours des manifestations, certains individus ont disposé de projectiles et d'armes à feu, comme les PMAK, et ont, à l'occasion, été utilisés contre la foule, faisant des victimes aussi bien parmi les manifestants que dans les rangs des forces de l'ordre. Plusieurs autres déclarations ont été faites par Boubacar Diallo dit Grenade qui ne peuvent actuellement être l'objet de révélation par respect pour le secret de l'instruction. Il est à regretter qu'un individu comme Boubacar Diallo dit Grenade puisse avoir des relations aussi étroites avec des personnalités comme le montrent les pièces à conviction produites à la procédure. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, tient à rassurer l'opinion nationale que toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cette affaire seront poursuivies et jugées conformément à la loi. Le procureur de la République, je vous remercie. Après donc cette sortie médiatique du procureur, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel, à travers une déclaration, invite la justice à faire la lumière dans cette affaire. Lansana Komara est au micro de Maurice Sidibé. Après avoir suivi la communication de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, loin d'influencer la justice
et faire immixtion dans les affaires judiciaires, nous pensons qu'aucun patriote conscient ne peut rester indifférent devant une telle situation, celle de la perpétuation de la violence et de la violation des lois et des décisions de justice. Pour nous, au RPG Arc-en-Ciel, nous souhaitons que les enquêtes aillent jusqu'au bout pour qu'enfin la vérité jaillisse. Dans l'actualité sportive, la Guinée va jouer contre la Mauritanie en match amical le 24 mars prochain. C'est en la faveur des journées FIFA. À propos, le sélectionneur du Sili national a publié une liste de 23 joueurs, dont 2 locaux. Compte rendu Abdoulaye Diallo. Sur les 23 joueurs convoqués par Paul Pitt à l'occasion du match amical Mauritanie-Guinée le 24 mars à Nouakchott, on constate le retour de Kevin Constant, de Las Bangoura et Mohamed Ali Kamara, l'ancien du Hafia qui fête sa première sélection en équipe A. On retrouve également 2 joueurs locaux. Il s'agit de Sankon Ibrahima Sori du Orea AC et Abdoulaye Silla Seguele, le gardien du Hafia FC. On a tout fait pour essayer de convaincre certains joueurs qui ne sont pas voulu devenir dans le passé. Mais je peux le dire, nous sommes dans le bon chemin pour convaincre qu'ils vont renforcer l'équipe. Nabi Yatara, Traoré Moussa, Silla Abdoulaye Seguele, les défenseurs Ibrahim Sori Conte, Mohamed Ali Kamara, Florent Pogba, Isiaga Silla, Losseni Keita, Sekou Kondé, Sidibé Ousmane, défenseur. Milieu de terrain, Nabi Deko Keita, Sanko Ibrahim Sori, Diallo Abdoulaye Sadio, Sanko Bassema, François Kamano, Bangoura Alassane, Boubacar Fofana. Pour les attaquants, Yatara Mohamed, José Kante Martinez, Kaba Sori, Seidoba Souma, Akali Bangoura et Kevin Constant. Pour mieux aborder ce match, la fédération, en collaboration avec le ministère en charge des sports, a pris toutes les dispositions avant, pendant et après la rencontre dans le souci du bon traitement des joueurs. Le département a pris soin de mettre les billets d'avion qui puissent permettre aux différents joueurs de rallier Nouakchott où devra se dérouler les 2 matchs. Il est prévu aussi des mesures d'accompagnement pour les joueurs qui vont s'y rendre, c'est-à-dire les primes. Le département n'a rien négligé pour que les joueurs soient dans les conditions les meilleures. Ce match amical permettra à Paul Pitt de jauger le niveau de chaque joueur. C'est aussi l'occasion pour la Guinée de soigner son classement FIFA. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette édition. Un grand merci à vous pour votre aimable attention. Passez une excellente soirée.